Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir. Le thème de cette émission portera sur cette victoire remportée par le peuple sahraoui et le Front Polisario. La justice européenne a infligé un revers à Rabat en annulant les accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc qui inclut le territoire du Sahara occidental. Pour les magistrats européens, ces accords violent les décisions de justice prononcées auparavant par cette Cour. Le tribunal annule les décisions du Conseil relatif d'une part l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées à par l'UE aux produits d'origine marocaine ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. C'est une première. Il n'y a pas tant d'exemples d'un mouvement de libération nationale qui saisisse la juridiction européenne pour obtenir l'annulation d'accords passés avec la puissance occupante. Une double victoire pour le Front Polisario sur le plan économique et sur le plan politique. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau M. Saïd Ayachi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être avec nous sur ce plateau, M. Ayachi. Nous avons avec nous depuis Luxembourg M. Oubi Bouchraya Bachir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne. Merci d'être avec nous, M. Bouchraya. Merci. Nous avons également M. Ruiz Carlos, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Madrid. Bonsoir. L'Université Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais nous vous avons depuis Madrid. Merci. Merci d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Maître Dever Manuel. Bonsoir. Vous êtes avocat du Front Polisario. Vous êtes avec nous depuis le Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir, et c'est avec vous qu'on va commencer ce débat, Maître Dever. Alors, victoire triomphale du peuple sahraoui devant la justice européenne. Ce mercredi, le tribunal de l'Union européenne a rendu 2 arrêts historiques pour la cause sahraoui. S'est réjoui le Front Polisario dans sa première réaction à la décision du tribunal européen. Aujourd'hui, c'est une bataille de gagner pour vous qui avez aussi lutté pendant plus d'une dizaine d'années, Maître Dever. Absolument, c'est une grande victoire aujourd'hui et nous devons la célébrer comme telle. Nous avons commencé des recours au nom du Front Polisario, voilà maintenant 10 ans, en 2012. Et sur votre antenne, je tiens à saluer la direction sahraoui, la mémoire du président Abdelaziz qui avait appuyé ce processus, mais aussi Mohamed Radat, qui a été un compagnon essentiel tout au long de ce processus, qui nous a expliqué la cause sahraoui, nous a permis de comprendre les enjeux et nous a donné toute sa confiance. Donc c'est une grande victoire aujourd'hui, mais je dois dire qu'on a une pensée particulière pour eux. Lorsque nous avons commencé ces procédures, il faut dire que les puissances coloniales, en tout cas un esprit colonial, je dirais, avait cherché à diluer le droit à l'autodétermination en disant finalement, au Sahara occidental, il est admissible de faire des affaires avec l'occupant marocain à partir du moment où c'est bénéfique pour les populations. Qu'est-ce que veut dire bénéfique? On n'en a aucune idée. Et ensuite, le terme de population est évidemment problématique quand on sait qu'une partie du peuple sahraoui vit dans les campements de réfugiés et que le Maroc a implanté une partie de sa population en violation du droit international humanitaire. Et donc, tout l'objet de notre travail pendant 10 ans, ça a été de démonter pièce par pièce cette théorie des bénéfices qui était un poison et qui était fondamentalement contraire au droit à l'autodétermination. Parce que le droit à l'autodétermination, c'est le droit de choisir. Et donc, le dernier mot pour les ressources naturelles, pour le territoire, revient toujours au peuple sahraoui. Et donc, méthodiquement, sur ces 10 dernières années, nous avons commencé par écrouler cette théorie des bénéfices avec une première étape décisive. Et j'insiste sur ce point parce qu'on ne comprend pas l'arrêt d'aujourd'hui si on ne le remet pas dans la perspective des arrêts de 2016. Absolument. En 2016, déjà, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc la juridiction suprême dans l'espace européen, dit 2 choses fondamentales. Première, d'abord, ce que tout le monde savait depuis 1975, le Sahara occidental
dispose d'un statut séparé et distinct, c'est-à-dire que ça n'est pas un territoire marocain, mais surtout qu'il n'y a aucune souveraineté marocaine à l'égard du Sahara occidental. Le deuxième point, qui est peut-être encore plus important et qui est le véritable apport de cet arrêt de 2016, c'est que pour tout accord applicable au Sahara occidental, il faut le consentement du peuple du Sahara occidental, représenté par le Front Polisario, indépendamment des bénéfices. C'est-à-dire que jusqu'à 2016, on nous disait, finalement, si on fait des affaires et qu'on construit des hôpitaux et qu'on développe le territoire, tout ça c'est bon pour le peuple. Oui. La Cour dit non. Maintenant, le critère juridique, c'est oui ou non. Est-ce que vous avez le consentement du peuple sahraoui? Si vous ne l'avez pas, quittez le territoire. Alors, très franchement, quand on a eu cet arrêt de 2016, en tant que juriste, nous, on pensait qu'on avait fait notre travail et que c'était fini. Et qu'on laisserait la place aux négociateurs, aux diplomates, pour trouver des solutions, parce qu'évidemment, il y a tout l'espace pour le politique. Et au lieu de ça, immédiatement, on a vu la Commission européenne, sous l'influence de la France, commencer à chercher à diluer les termes de l'arrêt, qui ont contourné, en modifiant la portée, en remplaçant le terme de consentement du peuple du Sahara occidental avec une espèce de fiction des consultations des populations concernées, ce qui n'a strictement rien à voir, et en essayant par ce biais de faire revenir le critère des bénéfices. Et puis le terme de l'extension qui a été rajouté également. Voilà, on nous disait finalement, si c'est bénéfique, ça veut dire qu'on crée des droits pour le peuple sahraoui, donc on peut présumer son consentement. Oui. Et donc, de 2016 à 2018, il s'est tenu ce processus totalement invraisemblable de consultation, absolument illégal, puisque le Maroc est puissance occupante, que la Commission européenne n'a aucun titre juridique à l'égard du Sahara occidental, où ils se sont retrouvés à auditionner des groupes comme ça, tous subordonnés à l'occupant marocain, et on nous a vendu cette fiction comme étant le consentement. Alors, nous n'avions d'autre choix que de retourner devant la juridiction européenne, et à nouveau, je salue la confiance qui nous a été donnée par la direction sahraoui pour contester ces nouveaux accords d'extension entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc applicables au territoire du Sahara occidental sur un critère qui était simple. Mais la Cour a dit qu'il fallait le consentement. Pourquoi est-ce que vous avez fait des consultations? Et donc, le cœur du procès qui a été engagé en 2019 et qui aboutit à la décision d'aujourd'hui, c'est de préciser, de borner les contours de cette question de consentement en disant il y a un peuple du Sahara occidental et pas des populations concernées. Le consentement doit être libre et authentique. Et ici, j'insiste, la Cour, je vous invite à lire l'arrêt, la Cour se réfère à l'avis de la Cour internationale de justice sur le détachement illégal de l'archipel des Chagos concernant Maurice. Et donc la Cour se situe dans le sillon du droit à l'autodétermination où le critère juridique est la volonté libre et authentique. Et ensuite, elle détruit une bonne fois pour toutes cette théorie des bénéfices en disant, je cite, la théorie de bénéfice ne peut pas se substituer au consentement du peuple du Sahara occidental. Merci, Maître Dever. On va donner la parole à présent à M. Obi Bouchraya Béchir. Quel est aujourd'hui votre sentiment après cette annonce de la Cour de justice européenne? C'est une véritable victoire pour le Front Polisario également et le peuple sahraoui sur le plan économique et sur le plan politique également. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Merci encore une fois. Bien sûr, c'est une décision historique et une victoire pour le peuple du Sahara occidental et qui survient dans un contexte particulièrement décisif pour la cause du peuple du Sahara occidental et notamment depuis la rupture du cessez-le-feu et la tension qu'on vit aujourd'hui dans l'ensemble de la région à cause des actions de déstabilisation commises de la part du Maroc depuis quelques années, mais qui s'est accélérée depuis quelques mois. L'intérêt particulier de cette décision réside dans l'essence, la substance de cette décision qui aboutit sur l'annulation des deux accords conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. Et ça, c'était la demande principale de recours introduit par le Front Polisario en avril et en juin 2019. Donc, la demande principale qui a été formulée par le Front Polisario,
a été accepté par le juge du tribunal européen. Et ça, c'est l'essentiel de la décision d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où les accords ont été annulés, des autres points positifs d'une importance également à souligner, c'est comme Maître Dever venait d'évoquer, c'est l'idée du consentement du peuple du Sahara occidental comme une précondition pour toute activité économique qui implique les territoires du Sahara occidental. Et ça nous renvoie bien sûr sur la notion du peuple du Sahara occidental et son droit à l'autodétermination. L'idée du bénéfice qui a été balayée totalement par la décision d'aujourd'hui et aussi cet argument fallacieux qui a été avancé par la Commission pour justifier la signature des accords, l'argument autour d'une série de consultations que la Commission aurait effectuées sur place au territoire du Sahara occidental pour s'assurer de l'aval du peuple du Sahara occidental. Le tribunal aujourd'hui a décidé de la façon la plus claire que ces consultations ne peuvent en aucun cas substituer la nécessité et la condition d'avoir le consentement du peuple du Sahara occidental. Mais je crois que le point aujourd'hui et qui vient à l'origine de ces recours qui ont été introduits par le Front Polisario, c'est l'affirmation et la confirmation du statut du Front Polisario en tant que représentant du peuple du Sahara occidental, ayant droit au nom de ce peuple d'agir avant la justice européenne et avant le reste des instances internationales pour défendre les intérêts du peuple du Sahara occidental et son territoire. Et on va voir quelles sont les voies qui s'ouvrent à vous grâce à cela. Ce sont des éléments dans son ensemble qui invitent à l'optimisme, mais qui sont une décision qui devrait être prise en considération par pas seulement l'Union européenne, mais aussi par le Conseil de sécurité qui s'épanche à la fin du prochain mois, octobre, d'adopter une nouvelle décision sur le Sahara occidental. Encore une fois, le message devrait être bien reçu de la part du Conseil de sécurité sur la nature juridique, le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, mais aussi la nécessité d'agir en conséquence et assurer la décolonisation du territoire du Sahara occidental. Merci. Avant de vous donner la parole, M. Layachi, je sais que vous attendez cela. Je vais continuer avec M. Ruiz Carlos. Monsieur Ruiz Carlos, finalement, on a tenté de contourner cet accord ou cette décision donnée en 2016 en jouant un peu sur les mots. Vous êtes professeur en droit constitutionnel, on a parlé d'extension, on a parlé de consultation, on a parlé de bénéfices. Finalement, ça s'est retourné contre eux aujourd'hui, cette manipulation. Oui, il y a des différences entre les arrêts de 2016 et 2018 et celui-ci. C'est que dans les précédents arrêts, on n'a pas annulé les décisions de l'Union européenne avec l'argument que les accords entre le Maroc et l'Union européenne concernent seulement le territoire marocain et ne peuvent pas affecter un territoire tiers, c'est-à-dire le Sahara occidental. L'Union européenne et le Maroc n'ont pas compris le message, on pourrait dire, et ont fait une fuite en avant et ont inclus explicitement le territoire du Sahara occidental. Parce qu'ils en tiraient bénéfice eux aussi. Mais ils ont risqué cette défaite majeure qui se produit maintenant pour eux. Parce que, une fois qu'ils ont introduit explicitement le territoire du Sahara occidental dans les accords, l'annulation était tout à fait inévitable.
Donc, c'est le Maroc et l'Union européenne qui ont cherché cette défaite. Oui. Merci. Alors, je viens à vous, Monsieur Saïd Laïachi. Aujourd'hui, c'est une défaite pour le Royaume du Maroc, pour sa politique expansionniste. Bien entendu. Laissez-moi vous dire d'abord que, Votre comme tous sentiment? mes amis, c'est un jour réellement historique pour le peuple sahraoui. C'est une très grande victoire qui, en n'en pas douter, fait faire des avancées extraordinaires dans le dossier sahraoui. Mais nous n'allons pas bouder notre plaisir. Laissez-moi vous dire aussi que c'est une victoire pour l'Algérie. Non pas, j'allais dire, pour tirer profit d'une situation, mais pour dire tout simplement que cet arrêt juridique de la Cour de justice de l'Union européenne vient encore une fois confirmer que la position constante de l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental est une position juste. Et ça s'inscrit dans le droit international. Puisque notre pays a toujours rappelé au respect du droit, au respect du droit international pour ce qui est de la décolonisation et au respect du droit et des droits de l'homme dans les territoires occupés. Donc notre position est juste et elle vient de façon directe ou indirecte, c'est selon, renforcer la position de notre pays. Et donc, j'allais dire victoire pour les Sahraouis, mais aussi victoire pour l'Algérie. Je ne reviendrai pas, si vous voulez, sur mes amis ont parlé de l'annulation, ils ont parlé aussi, mais il y a... Cela comporte sur le plan politique il y a j'allais dire, des formulations dans cet arrêt qui sont éminemment politiques. Il y a d'abord cette reconnaissance au Front Polisario d'une capacité de représentativité juridique pour le mouvement indépendantiste sahraoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, le Front Polisario peut aller devant n'importe quel tribunal européen et rester en justice n'importe quel pays ou n'importe quelle entité, pour peu que la raison, bien sûr, soit valable. Et de ce côté-là, nous faisons confiance à nos amis sahraouis, qui sont des gens sages et sérieux, mais aussi pour n'importe quelle entité, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Et donc, ça ouvre des perspectives extraordinaires quant au combat des Sahraouis, qui placent leur combat sur le plan du droit. Rappelez-vous que militairement, ils étaient vainqueurs sur le terrain, mais quand on leur a parlé du droit international, ils ont dit oui. Si vous nous l'appliquez, nous sommes preneurs et nous arrêtons le combat. Donc les Sahraouis placent leur combat sur le plan du droit. Et aujourd'hui, le droit a été prononcé, il a été dit en leur faveur. Mais cette formulation dans l'accord aussi a révélé des choses que le régime marocain a toujours voulu nier, alors qu'elles sont clairement dites. Le régime marocain nie l'existence du peuple sahraoui. Dernièrement, on a vu même le Makhzen avoir recruté quelques pseudo-intellectuels marocains qui, pour des fouilles tout à fait non vérifiées, disent qu'il n'existe pas de peuple sahraoui. Eh bien, le terme peuple sahraoui est prononcé 4 fois dans le truc. Bien sûr, on peut faire référence aux documents de l'ONU, aux documents de l'Union africaine, mais c'est pour dire que cet arrêt est très important. Le peuple sahraoui existe bel et bien. Et puis, il y a le terme Sahara occidental. Sahara occidental, rappelez-vous que le Maroc, depuis maintenant 2 décennies au moins, fait la promotion du mythe du Sahara marocain. Il n'existe pas. Il y a le Sahara occidental. Il n'y a pas le Sahara marocain. Ensuite, on parle d'autodétermination. C'est tout ce que demandent les Sahraouis. Le jugement en parle. Et enfin, une fois de plus, le tribunal de l'Union européenne l'a fait en décembre 2016 et en février 2018, mais il le refait aujourd'hui. Il dit en quelques mots qu'il y a un distinguo indiscutable entre le territoire du Sahara occidental et le royaume marocain. Donc c'est, j'allais dire, tous ces acquis maintenant qui, dans cet énoncé de cet arrêt juridique du tribunal, qui constitue, lorsqu'on l'ajoute au jugement de décembre 2016 et février 2018, qui constitue un arsenal juridique important, un instrument de grande valeur pour le Polisario, pour faire triompher ses revendications tout à fait légitimes
parce que basé sur le droit. Alors, puisque vous avez parlé de la position algérienne, il y a eu cette déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtan Lamamra, qui dit qu'il s'agit là d'une victoire éclatante pour la cause légitime du peuple sahraoui, tout d'abord à travers la reconnaissance de la représentativité du Front Polisario par la plus haute instance judiciaire de l'Union européenne, qui lui confère la capacité d'agir devant le tribunal de l'Union, ce que vous veniez de décrire. Ensuite, à travers l'annulation des 2 accords conclus en violation de l'obligation relative à la nécessaire obtention du consentement libre et authentique du peuple sahraoui qui découle directement du statut séparé et distinct du territoire du Sahara occidental en tant que territoire non autonome éligible à l'autodétermination conformément au droit international. Est-ce que cette nouvelle sentence qui vient de tomber ouvre une nouvelle étape dans la lutte du peuple sahraoui ou du peuple du Sahara occidental pour l'exercice de son droit inaliénable, maître Devers ? Parce que on va pouvoir, grâce à ces arrêts, rétablir un rapport de force. Alors je précise évidemment que nous travaillons en tant que professionnels du droit et nous ne menons pas de questions politiques. Mais pour avoir bien étudié la question sahraoui sous l'angle des relations européennes, on peut dire que la principale responsable du processus inachevé de décolonisation du Sahara occidental, c'est l'Union européenne, en particulier la Commission. Parce que quand l'Espagne devient membre des communautés à l'époque en 1987, il se pose de la question de savoir si on reprend ces accords de pêche qui avaient été signés au moment du retrait illégal de Madrid. Et la Commission, évidemment, est saisie dès l'adhésion espagnole de cette question, elle l'ignore, et c'est comme ça que l'Union européenne se retrouve impliquée d'abord dans l'exploitation des ressources halieutiques du Sahara occidental. Après vient un deuxième temps qui est très important, et je pèse mes mots quand je dis que l'Union européenne est l'une des principales responsables dans l'obstruction du processus d'autodétermination, c'est que le cessez-le-feu est conclu en 1991, et dès 1993, la Commission européenne se rend en territoire sahraoui occupé, elle délivre des agréments à des sociétés marocaines qui peuvent de ce fait exporter vers le territoire européen. On parle de 500 à 600 millions d'euros volés au peuple sahraoui à cause des investissements européens dans les territoires occupés. Cela ne va forcément pas aux investissements sahraouis, au profit des Sahraouis en tout cas. Donc il y a une grosse perte derrière quand même économique. Absolument, c'est des chiffres qui sont colossaux. Et je veux souligner ici un point qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que quand une société perd un chiffre d'affaires, il y a le manque à gagner, et puis il y a ce qu'elle aurait pu faire en termes de politique d'investissement, voilà. Mais là, c'est totalement différent. On parle du préjudice subi par un peuple. Il faut se poser la question de savoir tout ce qu'aurait pu réaliser le peuple sahraoui avec cet argent qui manque dans les caisses. Les bourses qui auraient pu être payées, les universités, les hôpitaux, tout le développement. Il y a des rapports très sérieux qui sont faits par la Banque mondiale sur le coût de l'occupation Israël de la Palestine, et le rapport est de 1 à 10. Alors, donc, Maître Devers, est-ce que vous avez fait part de l'intention du Front Polisario d'engager un recours en responsabilité, une action à travers laquelle il est possible d'exiger des dédommagements contre la Commission européenne? La question sera même posée à M. Bouchaya tout à l'heure. Est-ce que c'est envisagé? Je dois être très clair là-dessus. Nous disposons des moyens d'agir. Encore plus depuis aujourd'hui, où, comme cela a été dit, la Cour a reconnu que le Front Polisario pouvait agir en justice au nom du peuple sahraoui parce qu'il est son représentant. Donc, avec ce qui se passe maintenant aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de contournement, il n'y a plus de suspense non plus. On sait que le Front Polisario peut agir devant la justice européenne pour faire respecter les droits du peuple sahraoui. Oui. Le tribunal aujourd'hui nous dit l'accord est illégal parce qu'il a violé la règle du consentement. On a déjà un des éléments constitutifs de la responsabilité européenne qui est établi. Maintenant, on discutera de la causalité. C'est simple. Si l'Union européenne s'était tenue à distance, les exportations qui ont eu lieu, qui s'élèvent à 500 millions d'euros par an, n'auraient pas été possibles. Oui. Donc, vous avez déjà, en 30 secondes, les 3 conditions qui sont remplies, la faute, le préjudice et la causalité. Donc, nous avons tout à fait les moyens d'agir. Merci. Monsieur Bouchaya, votre avis sur la question? Cela vous ouvre aujourd'hui des voies. Donc, pensez-vous aller plus loin encore? Oui, nous croyons, comme vient de l'indiquer Maître Devers, nous croyons que les décisions d'aujourd'hui marquent plutôt un point de départ et ouvrent un grand boulevard devant le Front Polisario et le peuple sahraoui pour agir en justice, pour occidental
sûr la nécessité d'introduire des recours à responsabilité contre la Commission européenne sont tout à fait envisageables. Et aujourd'hui, on est toujours à l'attente de voir la nature de l'arrière après les décisions d'aujourd'hui. Le chemin choisi par l'Union européenne jusqu'aujourd'hui, c'était la fuite en avant, c'était la banalisation de la justice européenne et c'était cette volonté à peine déguisée de faire un pari exclusif sur le Maroc et les intérêts du Maroc au détriment de la paix, la justice et le reste des pays de la région. Et nous espérons et nous profitons pour faire un appel aux dirigeants européens et pour leur dire que le temps est venu pour que l'Europe assume sa responsabilité et comprenne que la paix au Sahara occidental, mais dans l'ensemble de la région, ne peut être durable que quand elle est juste. Oui. Et c'est la base d'une justice et le respect du droit international. Vous avez un peu les cartes entre vos mains aujourd'hui. Hein. Monsieur Carlos, ces accords resteront toutefois en vigueur pendant 2 mois afin de préserver l'action extérieure de l'Union et la sécurité juridique de ses engagements internationaux, selon le communiqué de presse qui a accompagné l'arrêt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen encore cette fois-ci de contourner le texte? Non. Je pense que même si quelqu'un peut être insatisfait de cette partie de la décision, elle est certainement compréhensible parce que s'il y a un recours devant la Cour supérieure, c'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de justice. Et éventuellement, la Cour supérieure annule cette décision, il peut avoir un dommage pour les personnes qui ont cessé de faire des activités dans le cadre de ces accords. Donc, on peut comprendre cette décision, même si on peut être bien sûr insatisfait de pourquoi, si le tribunal considère que c'est illégal, pourquoi n'annule pas avec un effet immédiat. Nous devons en tout cas rappeler que cette décision n'est pas encore définitive, qu'il y a une possibilité de recours devant la Cour de justice, et donc c'est pour ça que le tribunal a déterminé que l'effet de cet arrêt ne soit pas immédiat. Votre avis sur la question, Maître Devers, très rapidement, s'il vous plaît, sur ce recours encore possible? Il y a la possibilité d'un pourvoi. Pour l'instant, on attendra de voir ce que décident les États. Je vois ce soir que le ministère des Affaires étrangères de la Suède a déjà salué la décision du tribunal. On verra s'il y en a d'autres qui suivent. Et après, encore une fois, s'il y a pourvoi, on va partir de ce qu'a jugé le tribunal. Et le tribunal s'est placé exactement sous ce qu'a jugé la Cour en 2016. Donc ça ne va pas être simple pour les services juridiques du Conseil et de la Commission de retourner devant la Cour en lui disant de modifier sa jurisprudence. Donc nous, on attend cette prochaine étape avec une grande sérénité, je dirais. Merci. Aujourd'hui, Monsieur El Ayachi, on peut dire que le droit international a reconnu la sacralité des frontières, internationales, reconnu la nullité de la possession des terres par la force. Bien entendu. Bien entendu, c'est un principe maintenant qui est dans l'acte constitutif de l'Union africaine, mais c'est certainement sur la base du respect des frontières héritées aux indépendances que, j'allais dire, que les frontières internationales sont reconnues et qui structurent les relations internationales. Je voulais dire, il y a un aspect intéressant dans l'arrêt juridique de ce jour. Les magistrats du tribunal européen
j'allais dire, ont mis en garde de façon directe toute manœuvre de pouvoir, de vouloir contourner ces accords en disant quoi? D'abord, ils demandent à l'Union européenne d'aller réviser, d'aller corriger les dispositions. Ils annulent. Oui. Ils annulent les derniers accords qui ont été passés entre le Maroc et l'Union européenne après les arrêts de 2016-2018. Et après, ils disent allez réviser ces accords, les dispositions de ces accords, selon nos recommandations dans les arrêts de 2016. Allez le faire. Comme on vous l'a dit, n'allez pas trouver des subterfuges ou, j'allais dire, des pirouettes en disant, en remplaçant la consultation du peuple sahraoui par consentement du peuple sahraoui par consultation des populations et beaucoup de choses. Et ils ont été très clairs dans leurs reproches qu'ils ont fait en disant, vous n'avez pas pris en compte sérieusement la situation qui prévaut au Sahara occidental. De dire, mais c'est une occupation. Et un occupant n'a pas le droit de spolier les ressources naturelles du pays occupé. Ils ont dit que... Salut l'impartialité des juges, parce qu'ils ont dû recevoir beaucoup de pression. Hein, de très fortes pressions. Ça, on le sait, Maître Dever peut le confirmer. Il y a eu de très fortes pressions sur le tribunal. Et là, justement, il faut rendre hommage au courage de ces magistrats et à leur ténacité pour dire le droit, et seulement le droit. Et alors, tout ça amène, pour voir, nous allons être peut-être attentifs pour voir quelles sorties vont trouver la Commission européenne et ses juristes, tout en sachant qu'ils vont encore essayer d'inventer quelque chose, mais avec la peur maintenant de dire on ne peut pas courir le risque d'aller encore devant le tribunal. Maître Dever vient de le préciser, ce serait à leur détriment. Ouais. Et le Maroc, bien entendu, va essayer encore avec son lobby, et nous allons être attentifs. Je voulais dire que dans ce cadre, et parce que ça a été prévu, ça a été anticipé, le Mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui prévoit d'organiser une rencontre de juristes dans quelques jours, une semaine, 10 jours, à Bruxelles, où justement ces juristes-là, avec l'apport bien sûr du principal cabinet d'avocats qui sont Gilles Dever et Manuel Dever, qui seront bien sûr de la partie, voilà. Et pour anticiper sur les coups, comme dans une partie d'échecs, que vont faire les juristes de la Commission et comment on doit trouver la parade à l'avance, à leur perte profit. Mais le Front Polisario est dans une position très confortable. Oui. Alors, M. Bouchaya, on mesure toute l'importance de ce procès, car la juridiction a rendu un arrêt qui sera opposable aux 27 États de l'Union européenne, dont les deux principaux soutiens de la colonisation, la France et l'Espagne. Aujourd'hui, ces 27 pays ou les entreprises européennes de ces pays devront passer les accords avec le Front Polisario. Ça, c'est la portée principale des décisions d'aujourd'hui. Et en attente de la réaction de l'Union européenne, comme a été évoqué tout à l'heure, le pourvoi est un scénario possible devant l'Union européenne, irresponsable bien sûr, peut-être qu'ils gagneront un peu de temps, mais l'aboutissement du pourvoi et les décisions de la Cour de justice est connu. Ça serait la consolidation des droits et la souveraineté du peuple du Sahara occidental. La France et l'Espagne sont les pays amis du Maroc, ils sont les pays derrière toute cette manœuvre de vouloir contourner les arrêts, mais je crois que le contexte actuel du conflit au Sahara occidental et la situation dans la région dans son ensemble ne leur permet pas de continuer avec cette possibilité, sinon ça serait vraiment une contribution beaucoup plus grave pour compliquer davantage le contexte qui prévaut aujourd'hui au Sahara occidental. S'il y a une mise sur la région dans son ensemble, il faut agir sur la base de justice, et je crois que les limites, mais aussi la portée et les éléments principaux de cette justice ont été clairement indiqués par les décisions annoncées aujourd'hui. Monsieur Ruiz Carlos, finalement, les facilités d'accès au marché européen contribuent aussi quelque part au maintien de la colonisation marocaine. Bien sûr, parce que si l'occupation est
profitable économiquement, pourquoi va le Maroc abandonner le territoire? Seulement si on fait coûteuse l'occupation en termes pas seulement militaires, pas seulement politiques, mais aussi économiques, le Maroc reviendra à la raison. Mais dès lors que l'occupation est profitable, d'un point de vue rationnel, même si immoral, il n'y a pas une raison présente pour abandonner un territoire qui est une source de profits économiques. Oui. Donc, c'est très important. Les taux se resserrent finalement, Monsieur Layachi, contre le Maroc? Je suis de ceux qui le pensent, oui, c'est très sérieusement, parce que là, nous avons l'aspect juridique, et encore pas tout l'aspect juridique du dossier sahraoui, mais c'est un aspect important. C'est un véritable séisme pour le Maroc et une très grande victoire pour le Front Polisario. Mais probablement, forcément, il doit avoir des retombées sur le plan politique, parce que, comme nous l'avons dit, l'arrêt déjà a quelques connotations politiques, quand il parle d'autodétermination, de territoires séparés, de peuple sahraoui, de Sahara occidentale. Mais nous sommes dans une dynamique qui est présente, qui est prégnante. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU vient d'être nommé. J'allais en parler, c'était la question qui suivait. Et bien entendu, cela ne peut qu'influer sur le travail de l'envoyé personnel qui, lui, des États vont être intéressés, vont être j'allais dire, à l'affût de l'information et elle sera, j'allais dire, forcément impactante aussi au niveau de l'Union africaine qu'au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu ce statu quo imposé par le Maroc. Aujourd'hui, il y a plus d'ouverture. Un de vos invités vient de le dire, parce que, bien entendu, tout ce qui intéresse le Maroc aujourd'hui, c'est le statu quo. Il ne veut aller ni aux négociations, ni que les choses changent, parce qu'il veut s'installer. La politique du fait accompli, comme le fait Israël au Moyen-Orient. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est d'une certaine façon un coup, j'allais dire, un coup de massue sur cette situation de statu quo, parce que précisément, il y a eu un chef de la MINURSO qui a été nommé, l'envoyé spécial, les accords. Et donc, j'allais dire beaucoup de choses qui sont en train de changer en faveur des Sahraouis. Oui. Et par conséquent, le Maroc ne peut plus maintenant s'arc-bouter sur des positions intenables, d'autant plus qu'il n'a pas le droit avec lui, et il n'a pas, j'allais dire, la dynamique du dossier avec lui. Alors, Monsieur Bouchraya, justement, il y a eu cette nomination de l'envoyé spécial de l'ONU pour la question du Sahara occidental. Il y a eu aussi la nomination du diplomate russe, Alexander Ivanko, en tant que nouveau représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Alors, que pourrait apporter ce diplomate russe sur la question de l'organisation de ce référendum, quand on sait que la MINURSO n'a pas eu vraiment de rôle à jouer quand il y a eu la rupture du cessez-le-feu? Moi, je crois que, bon, concernant le représentant spécial du secrétaire général, M. Ivanko, sa mission est tout à fait technique, c'est la gestion des affaires quotidiennes de la MINURSO, alors que l'envoyé personnel du secrétaire général, il a le rôle le rôle politique de médiateur au nom de l'ONU entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Mais nous l'avons exprimé maintes fois, la nomination d'un personnel du secrétaire général n'est pas un objectif en soi, n'a jamais été le problème d'ailleurs pour le conflit du Sahara occidental, puisque depuis 1997 jusqu'à 2019,
On a eu des envoyés personnels du secrétaire général, de profils très hauts, tels que James Baker, un ancien secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, et on a fini par avoir un ancien président de l'Allemagne comme envoyé personnel du secrétaire général. Mais ça n'a jamais été le problème. Le problème résidait toujours au niveau du Conseil de sécurité. Oui. Une feuille de route, embrigadée dans une feuille de route. Ben exactement, mais surtout, le mandat peu clair, le mandat confus qui a été toujours donné à l'envoyé personnel du secrétaire général. Des formules telles que solution politique mutuellement acceptable, dans l'esprit de réalisme, ça ce sont des formulations et des formules qui invitent à la confusion et qui n'aident pas accélérer ni à résoudre le conflit du Sahara occidental. Et je crois qu'aujourd'hui, surtout qu'on s'apprête maintenant à avoir une réunion du Conseil de sécurité qui a une importance particulière, puisque c'est la première fois que le Conseil de sécurité va se pencher à étudier un rapport du secrétaire général de l'ONU après la rupture du cessez-le-feu. Et c'est pour la première fois depuis novembre 2020 que le Conseil de sécurité est appelé à adopter une décision. On est vigilant pour voir la manière dans laquelle Guterres va développer et présenter les événements qui ont conduit à la rupture du cessez-le-feu. Oui. Et on est aussi vigilant pour voir la décision du Conseil de sécurité et si on est toujours installé dans la logique de gérer les conflits au lieu de le résoudre. Et je crois que après les décisions de la Cour aujourd'hui, après la rupture du cessez-le-feu, après la tension qu'on voit dans la région, le Conseil de sécurité est appelé plus que jamais d'adopter une feuille de route, une nouvelle recette. Les anciennes recettes ont échoué, sont 30 ans d'un échec chronique au Sahara occidental. Il faut essayer quelque chose de différent. Et nous croyons que cette recette, cette feuille de route, devrait constituer d'abord un mandat clair, donné à l'envoyé personnel du secrétaire général dans la ligne du seul accord signé entre les deux parties qui est autour du référendum d'autodétermination. Il faut qu'il y ait un calendrier très clair parce que ni au Sahara occidental, ni dans la région, ni à travers le monde, on est prêt pour entreprendre le même chemin et reproduire 30 ans aussi d'attente pour une solution qui n'arrive jamais. Et le troisième élément devrait être des garanties explicites très claires de la part du Conseil de sécurité, comme quoi, cette fois-ci, nous allons arriver à la résolution du conflit du Sahara occidental. Sans ça, je crois que le nouvel envoyé personnel, le représentant spécial seront condamnés à un échec sûr. Merci. Monsieur Ruiz Carlos, finalement, est-ce que ces décisions de la Cour de justice européenne mettent un peu plus la pression, comme vient de le dire Monsieur Bouchaya, sur le Conseil de sécurité, pour qui la clé de la résolution définitive du conflit au Sahara occidental sont entre les mains du Conseil de sécurité? Oui, bien sûr. Une chose qui a été sciemment ignorée par le Conseil de sécurité pendant toutes ces années, c'est la question économique. On ne peut pas oublier que, et en fait, le tribunal européen a rappelé ces points, le droit à l'autodétermination n'a pas un contenu seulement politique, mais aussi économique. La souveraineté permanente des ressources naturelles. Et évidemment, le Conseil de sécurité, et ce n'est pas une position innocente, n'a pas voulu introduire la souveraineté économique, l'autodétermination économique dans les cadres de la discussion sur la question du Sahara occidental. Je ne sais pas si le Conseil essayera d'ignorer cet aspect encore. Mais si tombe dans cette tentation, cette tactique, bien sûr,
sera avoué à l'échec. Parce que la réalité, c'est que la question économique est très importante dans ce conflit. Maître Devers, on l'a dit aujourd'hui, c'est un peu le triomphe du droit international. Un peuple ne peut construire son avenir sans le respect du droit international. Est-ce que ce qu'a dit le tribunal aujourd'hui deviendra forcément ou nécessairement une référence? Absolument, je crois vraiment qu'il faut garder ça en tête parce que il faut bien voir que pour la Cour, le tribunal, c'est comme si vous étiez dans une tour de contrôle. Et donc, cette cour de contrôle depuis l'Union européenne, il n'y a pas que le Sahara occidental qui est occupé, il y a d'autres territoires dans le voisinage qui le sont, dont la Palestine. Et donc, d'abord, la Cour a la conscience de devoir maintenir une jurisprudence cohérente pour toutes les situations, et pas simplement celle de Sahara occidental ou des cas particuliers. C'est le premier point. Le deuxième point ensuite, c'est qu'en ce moment même, il y a une certaine défiance de certains gouvernements à l'égard des arrêts qui sont rendus par la Cour. Et aujourd'hui, le tribunal dit, mais cette défiance qui existe aussi de la part de la Commission européenne et de la part du Conseil, on ne peut pas la tolérer. Et donc le tribunal dit aux dirigeants européens, personne n'est au-dessus des lois. L'état de droit vaut pour tout le monde, y compris dans les relations extérieures, et il faut respecter les décisions de justice. Merci à M. Layachi. Aujourd'hui, si on devait parler de l'impact de cette décision sur Rabat. Je crois que ce n'est pas la fête à Rabat en ce moment. C'est clair que, encore une fois, c'est une gifle magistrale. Mais ce qui est intéressant, en tout cas pour les Sahraouis, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle vient à la suite de plusieurs autres gifles magistrales, d'autres défaites politiques et diplomatiques qui remontent uniquement dans un passé très récent, à partir de juin. Rappelez-vous leur échec de vouloir absolument gêner la présence du président sahraoui en Espagne, qui de toute façon s'est terminé en faveur du président sahraoui. Les migrants, la menace par les migrations clandestines contre l'Espagne qui a affronté, leur pseudo-manœuvre qui se déroulerait au Sahara occidental qui a été démenti par l'administration américaine, et par la suite aujourd'hui et finalement tout ça c'est basé un peu sur la déclaration de Trump qui n'a pas été suivie. Mais la déclaration de Trump n'a pas eu le retour escompté. Était dangereuse en ce sens qu'elle pouvait entraîner un phénomène d'entraînement. On aurait pu craindre que d'autres pays auraient suivi. C'est le contraire qui s'est fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, la déclaration de Trump au droit international. était une dynamisation, était de la dynamite contre le droit international. On aurait accepté la déclaration de Trump, c'en était fini du droit international. Et par conséquent, aucun pays, pas même les soutiens du Maroc, n'ont suivi Trump, qui d'ailleurs, l'administration Biden, sans prendre la formule de annuler de façon formelle le décret, le contourne. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a appelé, et avec insistance, le secrétaire général des Nations Unies à désigner l'envoyé personnel pour... il y a des choses qui sont en train de se planter dans le dossier et on avance quand même en faveur des Sahraouis. Les combats ont repris, ce qui est une pression sur le royaume du Maroc. L'envoyé personnel vient d'être nommé et évidemment, on va probablement assister à des manœuvres de blocage et d'handicap de la part du Maroc. Le tribunal européen vient de se prononcer en faveur des Sahraouis. Le comité paix-sécurité de l'Union africaine s'est prononcé en avril avec des décisions tout à fait importantes qui attendent leur traduction sur le terrain. Et donc, il y a tout un faisceau maintenant de paramètres, de facteurs qui vont favoriser et donner une dynamique au dossier qui avance dans le bon sens pour le triomphe des revendications légitimes des Sahraouis. Cette décision met aussi dans une position inconfortable, je dirais, la communauté internationale qui devra un peu revoir ses cartes à jouer au niveau du Sahara occidental. Alors soyons clairs, la communauté internationale dans son ensemble, pour ne pas dire dans son unanimité, mais recommande l'autodétermination pour le peuple sahraoui. J'allais presque dire, quand on interroge le seul pays qui est le véritable handicap à la résolution de ce conflit, je veux parler de la France, eux-mêmes disent oui, il faut l'autodétermination, il faut l'application du droit international. En réalité, regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne.
L'Allemagne, en juin, elle avait dit au Conseil de sécurité, il faut qu'on se pense sérieusement sur le dossier. Et il y a eu, vous rappelez, cet accrochage entre le Maroc qui croyait pouvoir intimider l'Allemagne en montant sur ce grand chevaux. La communauté internationale veut l'application du droit international. Il y a un pays qui bloque le dossier, c'est la France, qui soutient mordicus la position du Maroc et son occupation du Sahara horizontal. Si demain la France adoptait une position de neutralité, même pas de soutien au Sahraoui, de neutralité, le dossier sera résolu dans l'année qui suit. Mais la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, donc disposant d'un droit de veto, bloque toute dynamique au niveau des Nations Unies, que ce dossier-là qui est confié sur la table des Nations Unies doit être réglé dans le cadre des relations internationales et en application du droit international. Or, la France gêne cette approche et cette dynamique pour régler ce dossier. Alors aujourd'hui, c'est une victoire, mais pour autant, là reste une étape très importante dans le processus. Quel serait aujourd'hui le prochain combat à mener? Reprendre les pourparlers autour de la table sous l'égide de l'ONU? Moi, je suis de ceux qui pensent, de toute façon, on n'a pas vu un conflit dans le monde qui ne finit pas autour d'une table. Donc les négociations, le problème, c'est que les négociations sont gênées par le Maroc parce que ça ne l'arrange pas, pour une raison très simple. On va aux négociations pour parler de la date du référendum. Oui. Il n'y a rien à parler. Il y a à parler le référendum. Et le référendum doit être, doit se prononcer pour le Maroc ou pour l'indépendance du Sahraoui. Donc tout le monde est pour cette solution, sauf le Maroc et les soutiens qui sont les siens, Israël, la France, bien entendu. Et je crois que, en tout cas, on doit se féliciter de ce nouveau contexte, de cette nouvelle dynamique que connaît le dossier, parce qu'après une longue période, de glaciation quasiment, les choses reprennent dans le bon sens et probablement qu'il faut espérer que ces choses-là, à travers différents facteurs, peuvent aboutir à une solution qui serait juste et conforme au droit international en faveur des Sahraouis. Monsieur Bouchraya, ce sera la prochaine étape pour vous, pour le Front Polisario, c'est-à-dire essayer de revenir autour de cette table de négociation pour fixer la date, cette fois-ci, du référendum? Notre engagement est clair pour la solution pacifique et pour les négociations comme un moyen d'aboutir à une solution qui garantit le droit à l'autodétermination et l'indépendance du peuple du Sahara occidental. Mais comme je disais auparavant, tout dépend maintenant de la formule qui serait adoptée par le Conseil de sécurité. L'invitation à une nouvelle table ronde ou un nouveau rendez-vous de négociation n'est pas un objectif en soi. On a essayé ces recettes à travers le passé. Ils ont échoué. Le Conseil de sécurité de l'ONU, il a l'obligation maintenant, et notamment à cause de la situation qu'on vit aujourd'hui au Sahara occidental. Depuis novembre 2020, le contexte au Sahara occidental est totalement différent de celui qui existait au moment où Koller était à la tête de cette médiation. Aujourd'hui, il y a un nouveau contexte, il faut essayer de nouvelles recettes. Et tout dépend du Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale est totalement redevable vis-à-vis du peuple du Sahara occidental. On était très généreux pour payer notre partie de la facture de la paix. On l'a payé d'une façon excessivement généreuse, jusqu'au point de prendre même des décisions très risquées, telles que le plan Becker, par exemple, là où on a accepté le principe de l'autonomie pendant 4 à 5 ans, qui finira par l'organisation du référendum d'autodétermination. Là où une partie des colons marocains auront le droit à voter. Ça, ce sont des histoires qui sont derrière nous. Mais ça, c'est juste pour vous montrer comment on était généreux et disposé à payer notre facture de la paix. Mais la partie devant nous s'installait dans la logique du refus
pratiquement de tout, et de la part de la Conseil de sécurité, la communauté internationale, et notamment le Conseil de sécurité, il n'y avait aucune action, aucune décision qui a été adoptée pour obliger le Maroc à respecter ses engagements. Voilà les raisons pourquoi on est arrivé à la rupture du cessez-le-feu et au dérapage de novembre 2020. Et aujourd'hui, je crois que la situation est totalement nouvelle. Il faut une nouvelle approche. Monsieur Maître Devers, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un sérieux revers pour le Maroc dans sa quête sans relâche pour la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental? Ah oui, je dirais même que c'est un double revers. Le premier revers, d'abord, c'est qu'on voit qu'au plan juridique, il n'y a pas d'argument du côté des autorités marocaines. Et je précise que nous faisons la différence entre les dirigeants marocains et le peuple marocain. Oui. Donc c'est une grande défaite aujourd'hui pour les dirigeants et non pour le peuple. Mais pour les dirigeants marocains, ils engagent depuis des années des batteries de communicants pour essayer de jouer sur les termes, et ce soir tout s'est écroulé. La deuxième défaite, et je veux insister sur le point, c'est qu'en décembre dernier, on nous a vendu la proclamation de Trump comme un grand acte, une grande reconnaissance internationale. Mais ça n'est jamais qu'un acte de droit américain, alors que dans le cas des nouveaux accords d'association Union européenne-Maroc, il y avait des extensions explicites. Et donc, dans des actes de droit international, le Royaume du Maroc avait accepté qu'il n'avait pas de souveraineté sur le Sahara occidental. C'est aussi ce qui explique la décision d'aujourd'hui. Comment est-ce que la Commission, le Conseil, la France peuvent défendre une soi-disant souveraineté que le Royaume lui-même a abdiqué dans un accord international avec l'Union européenne? Donc en réalité, on voit que du côté marocain, c'est à l'image de ces consultations, il y a des écrans de fumée sans consistance juridique, et aujourd'hui, le rideau est tombé, et on voit que c'est un échec cuisant. Merci Maître Devers d'avoir été en direct avec nous ce soir. On arrive un peu au terme de l'émission. Cette dernière question vous revient également, Monsieur Ruiz Carlos, sur la défaite du Royaume du Maroc. Oui, bien sûr, c'est une défaite majeure parce que même dans cette prétention folle d'inclure le Sahara occidental sans faire la distinction avec le Maroc, le résultat a été l'annulation de l'ensemble des accords de l'Union européenne-Maroc. Si le Maroc, avec un peu plus de modestie, aurait accepté de faire la distinction entre le Maroc et le Sahara occidental, au moins la partie des accords concernant le Maroc aurait été sauvée dans cet arrêt, dans cette sentence, dans cette décision. Mais le fait de faire un ensemble sans distinction entre le Maroc et le Sahara occidental a amené le tribunal à annuler les accords dans son ensemble. Merci, Monsieur Ruiz Carlos, à vous aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Monsieur Layachi, le dernier mot vous revient. On parle souvent de la défaite du Royaume du Maroc, mais finalement, c'est aussi une défaite pour ses soutiens, la France et l'Espagne. Certainement, certainement. Je voudrais dire quand même que, encore une fois, aujourd'hui, la situation semble être favorable et est favorable pour les Sahraouis dans leur quête pour la liberté et l'indépendance. Évidemment, le dossier est au niveau des Nations Unies. Toute la responsabilité incombe au Conseil de sécurité pour qu'il puisse trouver de façon concrète sur le terrain l'application du droit international, qui est le référendum d'autodétermination. Mais je voudrais aussi rappeler quand même que l'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, peut et doit jouer un rôle important dans ce dossier, étant donné que d'abord il s'agit d'un pays africain, Absolument. la dernière colonie en Afrique, et que la RAS est un membre fondateur de l'Union africaine, qu'il siège à l'intérieur de l'Union africaine, que le Conseil Pays Sécurité a pris d'importantes décisions dont on attend évidemment la traduction sur le terrain, et que par conséquent, il faudra, j'allais dire, toute cette synergie venant de l'Afrique avec les pays, j'allais dire, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, etc., et le Conseil de sécurité, pour qu'on arrive quand même à pouvoir faire en sorte que le soutien de la France ne puisse pas gêner
la résolution de ce conflit qui n'a que trop duré, parce que la France est devenue le problème dans le dossier du Sahara occidental. Et par conséquent, il faudra qu'il y ait des pressions sur la France pour qu'elle puisse, j'allais dire, s'aligner sur le droit international et permettre la résolution de ce conflit. Comme on dit, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est maintenant qu'il faut encore mettre les pressions. Merci, Monsieur Leyachi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous nos invités. Monsieur Bouibouchaya, qui était avec nous depuis le Luxembourg. Monsieur Ruiz Carlos et Maître Desvers. Merci à vous quatre d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous dans cette émission de questions d'actu qui a porté, je vous le rappelle, sur cette décision de la Cour de justice européenne qui a décidé en faveur du peuple sahraoui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Algérie. Au revoir.